Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors, je vous propose d'attendre encore une petite minute parce que je vois qu'il y a beaucoup de participants qui sont actuellement en train de se connecter. Donc, on va laisser le temps aux personnes de se connecter. Ouais. Donc, on va commencer dans une minute. Parfait. Donc, je vois que le nombre d'entrants est en train de se stabiliser. Donc, on va pouvoir commencer cette présentation. Alors, cette présentation fait partie en fait d'une série que l'on fait. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série. Aujourd'hui, on va parler d'électromagnétisme, d'ailleurs avec mon collègue Hassan, qui est ici présent. Et on a déjà fait un premier épisode, c'était sur je dirais, de la simulation multidomaine. On appelle ça chez nous du mode sim pour modélisation et simulation. Faut savoir qu'on peut très bien visualiser ce premier épisode et également cet épisode quand le recording sera disponible, on peut le voir sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Donc, si vous deviez quitter malheureusement en cours la présentation, ne vous inquiétez pas. Déjà, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien de pouvoir visualiser le replay. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube, sur la chaîne SolidWorks France, pour pouvoir regarder les recordings de cette série de simulations. Et on a même plein d'autres webinaires, plein d'autres vidéos qui sont extrêmement intéressantes à aller voir sur cette chaîne. Hassan, est-ce que tu peux mettre la prochaine slide? Donc, pendant cette présentation, elle peut être un peu technique, hein, on va parler d'électromagnétisme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il y a une partie qui s'appelle Q et R, donc question-réponse, c'est pas de chat, mais bon, peu importe. C'est la même chose, c'est la même fonctionnalité. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nous, je vais pouvoir y répondre pendant la présentation. Et si je ne peux pas y répondre, de toute façon, il y aura Hassan qui, à la fin, passera un petit peu de temps pour pouvoir répondre en direct à vos questions. Et puis, s'il y a trop de questions, ça arrive souvent, on n'arrive plus à gérer. Sinon, ça sera un webinaire qui durerait 2 heures. Ne vous inquiétez pas, on vous répondra personnellement par mail pour pouvoir répondre à vos questions. Hassan, je te laisse le micro. Beaucoup, Eric. Donc, bonjour à tous. Ah, on t'entend pas, Hassan. T'es en mute. Non, ça va mieux? Eric, vous Ouais, m'entendez? de loin. Et là, ça va? Je sais pas, toujours de loin. Alors, attendez. Je vais peut-être Qu'est-ce qui a changé? ça va mieux que tout à l'heure. Non, moi je sais pas pourquoi on t'entend de loin. Ah. Les participants, si vous pouvez nous donner votre retour, est-ce que vous m'entendez bien? Hop, je vais voir. Ah, il y en a qui disent Ouais, qu'il y a un on t'entend écho de loin. Ouais, ouais, ouais. important. Et je pense C'est t'as bon, ça. peut-être Ah, un. c'est bon. Ah, de loin, tout le monde dit qu'on m'entend de loin. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes écouteurs. Si vous me donnez juste 2 petites secondes. Donc, Je vais faire les excusez-nous connecter. pour ce petit contretemps. C'est du direct, hein. C'est les aléas du direct, hein. Hop, je vais mettre ça. Alors, est-ce que ça va mieux? C'est parfait. Là, c'est mieux, ouais, là, c'est parfait. On t'entend comme si tu étais dans notre salon. Je me suis incrusté. Donc, bonjour à tout le monde. Ravi de vous avoir avec nous en ligne. Donc, je m'appelle Hassan Shrem. Je suis responsable mondial ce qui concerne l'électromagnétisme dans le canal CRE de Dassault Systèmes. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que l'on peut faire avec nos outils de simulation 3D, mais enfin électromagnétique, mais surtout pourquoi la simulation elle est nécessaire. Et bien sûr, je vais coupler ça avec des exemples réels. Donc, on a eu soit des cas comme celui-là que je vais vous présenter, ou bien de cas que nous avons travaillé avec nos clients. Donc, pour juste ne pas dépenser beaucoup de bandes passantes, surtout que par exemple, ça dépend de la connexion, je vais désactiver ma caméra. Et voilà. Hop, OK. Donc, je vais commencer ma présentation par cette nouvelle qui est arrivée tout fraîchement. Elle est arrivée hier soir, qui interdit en fait la vente de l'iPhone 12 en France en raison d'ondes trop puissantes. Donc, en fait, on a découvert que l'iPhone 12, il ne correspond pas aux régulations, en tout cas européennes. Apparemment, les émissions rayonnées de ces téléphones sont très importantes et ça dépasse les limites qui sont imposées par la norme ICNIRP, donc qui est la norme européenne qui limite en fait le niveau de puissance absorbé par le corps humain.
Donc, ce genre de choses est une première raison, mais ne pas n'importe quelle raison, c'est une raison super importante pour laquelle nous avons besoin de simulation avant de passer à la production de nos produits, ou même, de toute façon, les produits généralement sont interdits d'aller en marché avant d'être certifiés. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais répéter le mot certification plusieurs fois parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très important de faire et nous allons voir comment la simulation, elle peut aider à résoudre ceci. Donc, comme peut-être vous l'avez vu avant, Dassault Systèmes, elles vont ce qu'on appelle la plateforme. Donc, c'est un lieu où on peut collaborer ensemble. On peut rassembler, par exemple, une équipe qui travaille sur un projet. Alors, bien sûr, Eric, il a parlé tout à l'heure de ModSim, donc modélisation et simulation. Donc, là, déjà, on a un modélisateur, enfin, quelqu'un qui va faire le design du produit et quelqu'un qui va faire la simulation. Donc, en fait, en termes de simulation, la partie ou bien le rôle qui est attribué à celui qui va faire les simulations électromagnétiques, bah, on ne va pas aller trop loin, ça s'appelle Electromagnetic Engineer Role. Donc, bien sûr, ça donne accès à quoi? Ça donne accès à l'outil CST que nous allons voir juste après. Mais avant de commencer à rentrer dans le détail, je vous prie de répondre juste à ce petit sondage. Donc, on a à peu près 30-40 secondes. Voilà, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Écoutez, apparemment, nous avons pas mal de gens qui connaissent l'électromagnétisme, et c'est très bien. Et pour ceux qui ne le connaissent pas trop bien et ceux qui ne le connaissent pas du tout, bah, c'est le Ça, temps que... excuse-moi de te couper, je crois qu'on a encore un petit problème avec ton microphone. Ah bon? Ouais, je crois qu'on t'entend un petit peu moins fort. Alors, je répète, pas grave. En fait, là, on est en train de partager les résultats. Donc, pour ceux qui connaissent l'électromagnétisme, c'est très bien. Et pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent un petit peu, ce sera le moment, en fait, de savoir ce que l'on peut faire dedans et peut-être ça vous intéressera dans vos futurs. Hop. Alors, je pense qu'on a une question de Johan. En fait, Johan, si vous voulez nous adresser une question, vous avez la section chat ou la section Q&A. Donc, vous pouvez juste écrire votre réponse ou votre remarque si vous voulez. Et bien sûr, nous pouvons vous répondre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'outil qui vous permet en fait le rôle Electromagnetic Engineer, ça vous permettra d'avoir accès à notre outil de simulation qui s'appelle CST Studio Suite. Et en fait, il s'agit d'un produit qui était allemand. Donc, il a été fondé en 1992. Donc, il a maintenant 1991 même. Donc, il a maintenant 32 ans. Et en fait, on fait partie de la famille Dassault Systèmes depuis l'année 2016. Donc, cet outil, ça vous permet de couvrir cinq domaines majeurs d'application. Microwave, RF et optique. Donc, ici, on va s'intéresser à tout type de composants hyperfréquences, donc que ce soit des antennes, des filtres, des circulateurs ou autre chose. Ensuite, nous avons la partie EDA électronique. Donc, ici, on va simuler tout ce qui s'agit de cartes électroniques, donc les cartes que vous pouvez trouver dans vos dispositifs électroniques, un ordinateur, un téléphone portable, un projecteur, etc. Et vous allez voir que cette étude électronique, elle est souvent couplée à une étude de compatibilité électromagnétique ou bien d'interférence électromagnétique. Donc, vous allez voir justement par rapport à l'iPhone 12 ou bien l'histoire de l'iPhone 12 qu'on avait vu, ben, en fait, il est très important de faire des simulations EMC, donc compatibilité électromagnétique, et vous allez voir après, quand on va atteindre cette section, comment et de quoi s'agit-il en vrai. Sinon, nous avons aussi la possibilité de couvrir des applications basse fréquence, donc tout ce qui s'agit de transformateurs, enfin vous voyez le courant que nous avons à la maison, des applications 50 Hz, 60 Hz, ou bien même des applications statiques de type capteur, même les moteurs électriques, nous avons la possibilité de les étudier pour voir leur efficacité. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de voir sur notre site web il y a une démonstration sur un vélo électrique pour lequel on a optimisé le moteur avec notre outil. Et finalement, la partie la plus exotique, il s'agit de l'interaction, de l'étude des interactions des particules chargées, telles que les électrons, les protons, les ions, avec le champ électromagnétique. Bah, d'ailleurs, une référence importante dans ce sujet, c'est le CERN, qui se trouve en Suisse. Et bah, d'ailleurs, le CERN, il a utilisé nos outils pour développer l'accélérateur qui est là-bas.
Donc, avec ces 5 applications, on peut couvrir les 11 industries qui sont connues parmi nous tous, hein. Donc, on passe à l'aérospatiale et défense, à la transportation et la mobilité, à tout ce qui est produits high-tech, enfin, équipements industriels, life science, voilà. Donc, pareil, à travers cette présentation, on va voir les applications, mais aussi l'application sur les industries. Donc là, je me permets de vous laisser aussi 30 secondes pour répondre à cette deuxième question. C'est parfait. Hop, je vais arrêter la question et c'est très intéressant parce que je vais partager les résultats avec vous. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, malgré le fait que tout à l'heure, il y avait une très petite partie de vous qui ne connaissait pas ou bien qui ne connaissait pas l'électromagnétisme, en même temps, on a des gens qui n'utilisent jamais les outils de l'électromagnétisme. Donc ça me laisse douter quand même qu'il y a une partie qui s'intéresse au sujet ou bien qui développe des produits, mais peut-être ils ne passeront pas par la simulation. Et ça, c'est très bien parce que je vais vous montrer l'utilité de ces outils à travers la présentation. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Parfait. Alors, voici l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va commencer, comme je vous ai dit, par des exemples sur les applications micro-ondes, RF et antennes. Pareil, ensuite, on va passer aux applications EDA et compatibilité électromagnétique. On va parler un petit peu de la basse fréquence et finalement, on va trouver des exemples un petit peu exotiques. Donc, quelqu'un qui vient de l'extérieur vous dire oui, on travaille. Donc, c'est un petit peu pas commun qu'on utilise l'électromagnétisme pour ces industries. OK, donc avec l'émergence des produits connectés ou bien ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, la connectivité devient de plus en plus très, très, très importante. Et la connectivité, en fait, elle est assurée par un élément clé qui est l'antenne. Donc, sans antenne dans nos produits, on ne peut pas accéder à Internet, on ne peut pas faire des appels téléphoniques, on ne peut pas commander des avions, on ne peut pas atterrir avec des avions. Donc, c'est très, très important, une antenne dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, une antenne, quand on va l'étudier et quand on va l'optimiser, il ne faut pas l'optimiser toute seule. Parce que là, quelle que soit l'application, si je prends ici l'exemple de l'industrie high-tech, si on prend ce portable, il y a beaucoup d'antennes dedans, il y a à peu près 9-10 antennes. Chaque antenne, elle est dédiée à une fréquence donnée. Donc, on peut trouver la 5G, le GPS, la Wi-Fi, la 4G, la GSM, et peut-être dans le futur, on va voir les applications 6G. Donc, vous voyez, on est en train de compacter de plus en plus des antennes dans les produits. Mais pareil, ici, si je prends l'application aéronautique, normalement sur un avion, que ce soit civil ou militaire, on peut trouver au moins une trentaine d'antennes. Vous voyez, donc chaque antenne, sa finalité est de se trouver sur quelque chose ou à l'intérieur ou intégré dans quelque chose. Là, par exemple, les voitures d'aujourd'hui, si vous regardez les toits de chacune de ces voitures, vous pouvez voir qu'on a ce type d'antenne. Donc, cette antenne, elle s'appelle le Shark Fin et il me semble qu'elle a été développée par Audi ou n'importe quel autre constructeur. Et voilà. Donc, cette antenne, elle n'est jamais étudiée seule. Vous voyez bien qu'elle a une radome parce que cette antenne, elle abrite, enfin, ce radome, il abrite 2 antennes. Une antenne GPS et une antenne pour les ondes FM. Et bah, du coup, en fait, vous voyez, elles sont toutes intégrées sous un radome et c'est très important de simuler le radome sur la voiture aussi. Pareil, on peut trouver ici sur un bateau, une frégate, il y a le radar, par exemple, qui permet de détecter des ennemis. Et ici, vous avez un interrupteur sans fil pour allumer ou éteindre une lumière. Vous voyez, donc ça empêche de fixer l'interrupteur dans un mur et pouvoir se déplacer à chaque fois qu'on veut éteindre ou allumer la lumière. Donc, le plus important que j'ai à vous dire là-dessus, c'est qu'une antenne ne doit jamais, jamais, jamais simuler toute seule. Il faut considérer l'environnement. Donc, je vais vous donner juste un petit exemple ici sur ce téléphone portable. Le fait de rajouter ce qu'on appelle le housing ou bien la couverture, eh ben, en fait, vous voyez que les ondes qui sont produites par le réseau 5G, ici 5G, ben, elles sont en quelque sorte guidées avec cette couverture ou bien ce capot. Les ondes, elles sont guidées, ben, ici, elles arrivent jusqu'à l'extrémité du portable et elles sont rayonnées.
Donc ça, en fait, ça peut avoir un impact sur le diagramme de rayonnement. Alors, soit cet impact, il peut être positif, mais beaucoup de fois, il peut être négatif. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs? Ben, il faut qu'ils euh, optimisent soit l'antenne ou bien le capot du téléphone. Maintenant, ça, c'est un cas réel. On est toujours avec les cas Apple. En fait, il y a à peu près une dizaine d'années, je ne sais pas si vous connaissez ou bien si vous avez carrément vécu l'expérience avec l'iPhone 4. Bah, en fait, à l'époque, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont plaints qu'une fois ils portent le téléphone iPhone 4 dans leurs mains, ou bien par exemple pour quelques positions de la main autour du portable, bah, en fait, ces utilisateurs, ils perdent le signal. Ils mettaient le téléphone sur la table, bah, le signal, il revient. Ils prennent le téléphone dans la main, le signal, il est parti. Bah, en fait, ça, c'est justement une raison que les ingénieurs, quand ils ont développé les antennes pour l'iPhone 4, ils ont oublié de prendre en compte la main, qui est un élément quand même très important pour porter le téléphone. Vous voyez? Alors, ceci a coûté 175 millions de dollars à, à Steve Jobs. Mais heureusement, il a une bande d'ingénieurs qui sont très malins. Et ben, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un matériau. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle l'antenna gate à l'époque. Et ben, en fait, ils ont juste rajouté un petit matériau qui est quand même un matériau assez noble. Donc, c'est pas un matériau classique qu'on voit, qu'on connaît tous, hein, pour pouvoir shifter la fréquence d'opération, je veux dire, de l'antenne là où il faut. Vous voyez? Et là, à ce moment, les utilisateurs, ils n'avaient plus ce produit ou bien ce problème. Vous voyez, encore une fois, la conductivité qui est causée par l'antenne ou bien qui est derrière l'antenne, c'est très important. Et si on n'a pas une antenne qui fonctionne correctement, ben, on perd la connectivité. Et quand même, 175 millions de dollars, ce n'est pas un petit chiffre. Et ça, c'est juste les pièces de rechange. Il ne s'agit pas que des iPhones, enfin, il s'agit que des pièces parce auxquelles on ne va pas rajouter le temps des ingénieurs. OK? Hop. Alors, il y a quand même un mauvais côté quand on va intégrer beaucoup d'antennes sur une même plateforme ou dans une même plateforme. Donc ici, il y a un exemple de drone, enfin, c'est le drone qui s'appelle Global Hawk de Northrop Grumman. Ici, on a plusieurs antennes. Vous voyez, on a à peu près 10 antennes. Pareil, il y a des antennes pour l'altimètre. Enfin, il y a l'altimètre qui va mesurer l'altitude par rapport au sol. Il y a des antennes VHF, il y a l'antenne GPS qui est ici, il y a des antennes DME. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces antennes sur une seule plateforme parce que ça augmente sa capacité, ça augmente sa connectivité en quelque sorte. Mais le côté négatif de ceci, c'est qu'on risque d'avoir des interférences. Alors, vous allez me dire que les antennes, elles n'opèrent pas à la même fréquence. C'est vrai, mais parfois, il y a des harmoniques. Il y a les harmoniques des fréquences d'opération des antennes qui peuvent en effet interférer avec la bande de base d'autres antennes. Donc, bien sûr, il y a une petite solution à ceci, c'est qu'on peut utiliser des filtres en amont de ces antennes, mais ça nécessite encore plus d'intégration d'éléments hyperfréquences. Et c'est pour ça que parfois, on joue que sur la position de ces antennes. On peut placer les antennes dans une disposition donnée, ou bien on peut les éloigner l'une de l'autre, etc. Donc, en faisant ceci, on peut jouer sur le couplage entre les antennes, mais en plus de ça, on peut faire ce qu'on appelle l'étude d'interférence, et ça, c'est à travers une application qui est dans CST par défaut. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour faire ce genre d'études. Et l'élément de sortie de cette tâche, c'est la matrice de violation. Donc, en fait, on appelle ceci la matrice de violation. Donc, vous pouvez définir les émetteurs, les récepteurs, ou bien parfois, ça peut être un émetteur-récepteur, ou bien ce qu'on appelle en anglais un transceiver. Donc, il y a des radios qui émettent et qui reçoivent, mais il y en a qui font que ne recevoir. Par exemple, l'antenne GPS, elle ne fait que recevoir. Donc, en sortie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici d'un côté les antennes émettrices et d'un côté les antennes réceptrices. Et bien là où vous avez les carrés rouges, ben là, c'est-à-dire vous avez une interférence. Alors, comment on peut définir s'il y a une interférence? Bien entendu, pour chaque radio, par exemple pour la bande GPS, il y a une sensibilité. La sensibilité, c'est quoi? C'est la puissance minimale à partir de laquelle on peut considérer que nous recevrons du signal. Eh ben, en fait, il se peut que cette antenne GPS, elle reçoit un signal d'une antenne qui est juste à côté.
Et ben, si ce signal il dépasse la sensibilité, ben là, en fait, il y a de l'interférence. Vous voyez? Donc là, dans le cas ici, vous avez, on est limite, c'est inutilisable notre drone. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui a été fait arbitrairement, hein, ça n'a pas été optimisé, mais vous voyez que la majorité des antennes, elles interfèrent entre elles, et ça, c'est pas bon du tout. Alors, normalement, ou bien dans un monde idéal, il faut que toutes les cases que vous voyez ici soient vertes pour dire que nous n'avons pas d'interférence. Alors, quand on parle d'aspect hyperfréquence, on peut parler aussi d'aspect radar. Donc, en fait, je ne sais pas si ça vous parle le terme SER ou RCS. Donc, en fait, on parle de la surface équivalente radar. Donc, ça, c'est une propriété des objets que l'on peut concevoir, par exemple d'un avion de chasse, d'un hélicoptère, etc. Donc, plus la surface équivalente radar, elle est grande, c'est que plus notre objet, il est facilement détectable. C'est pour ces raisons que vous voyez les avions de chasse, ils ont une SER équivalente à celle d'un petit oiseau, mais les avions commerciaux, elles ont le SER d'une limite de 2-3 bâtiments ensemble, vous voyez, pour qu'ils soient facilement détectables. Donc du coup, CST, il permet l'étude de RCS. Donc bien sûr, on a l'étude bistatique, on a les études monostatiques. Par exemple, l'étude monostatique, elle concerne le RCS monostatique, il consiste à quoi? C'est le même radar qui va émettre et c'est lui-même qui va recevoir l'onde réfléchie. Donc maintenant, bien sûr, la solution pour rendre des avions de chasse, par exemple, furtifs, c'est la création des arêtes de partout. Donc, si vous voulez, après le webinaire, je vous invite à regarder sur Google l'avion américain, le Bomber B2. En fait, je pense que c'est Lockheed Martin qui l'a développé. Et vous allez voir que cet avion, il est super, super, super efficace contre les RCS monostatiques parce que les arêtes qui sont dedans, bah, en fait, ils diffractent le signal du radar partout. Et le signal, en fait, il n'est pas réfléchi vers le radar. Alors, bien sûr, la solution à ceci, c'est l'utilisation des RCS bistatiques, par exemple. C'est qu'il y a un radar qui émet, un radar qui reçoit. Et là, bien sûr, l'effet de l'avion B2, ça ne sert plus à rien. Mais c'est pour ça que nous pouvons utiliser des matériaux qui absorbent. En fait, on appelle ça les RAM, les Radar Absorbing Material. Donc, c'est pour ça que vous voyez parfois des avions de chasse ou bien des drones qui sont tapissés par ce matériau pour bien absorber les signaux qui sont émis par les radars. Alors, bien sûr, quand on va étudier le RCS ou bien la SER d'un avion de chasse ou par exemple d'un hélicoptère, nous avons la possibilité de savoir si, si on veut que cet hélicoptère soit furtif. Et en même temps, après avoir fait la simulation, on voit qu'il a un SER qui est très, très important. Et bien là, en fait, on peut faire une petite analyse qui nous montrera quels sont les endroits qui peuvent ou bien qui contribuent à l'augmentation de cet RCS. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on peut faire quelque chose là-dessus. Par exemple, on peut tapisser ces régions par du matériau absorbant. OK? Bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle ici le sinogramme, qui est juste une signature. Et ben, en fait, sachez que chaque armée dans le monde, elle a la signature de toute sa flotte, que ce soit la flotte navale ou bien la flotte aérienne. Donc ça, c'est une signature, par exemple, de cet hélicoptère. Vous voyez? On appelle ça le sinogramme. Alors, bien sûr, les radars, ils sont utilisés aussi à distinguer les amis des ennemis. Par exemple, vous êtes dans un champ de bataille, en fait, en communiquant, on veut communiquer quand même à nos amis. On ne va pas communiquer à l'ennemi. Mais parfois, par exemple, je ne sais pas, peut-être les deux ennemis, ils utilisent le même type d'avion. Comment savoir si notre avion, c'est un ami ou un ennemi? On utilise ce qu'on appelle les antennes IFF, identification, identification, friend or foe. Okay? Donc, tout ça, c'est dans les applications radar. Alors, bien sûr, l'utilisation des matériaux absorbants, elle est tout à fait utilisable dans CST parce que là, vous voyez, les matériaux, ils ne sont pas des matériaux pareils, je veux dire, facilement utilisables. C'est généralement un empilement de plusieurs matériaux. Et là, vous voyez, on a la possibilité d'étudier en fonction de l'angle d'incidence comment est l'absorption par rapport à ce matériau. Et ensuite, on peut extraire une propriété compacte de ces matériaux et l'attribuer à des parties de notre avion. Par exemple, là, c'est un avion, c'est un avion civil, je dirais. Mais le fait qu'on a rajouté, vous voyez ici les parties bleues, le fait qu'on a rajouté le rame sur ces parties des ailes de l'avion, bah, en fait, on a réussi à baisser un petit peu la SER dans cette région-là. Vous voyez, généralement, pareil, les drones militaires, ils sont tout à fait tapissés de partout de matériaux pour qu'ils ne soient pas détectables, quelle que soit la position ou bien la source de l'onde incidente.
Alors, bien sûr, les études hyperfréquences, elles peuvent être étendues jusqu'au domaine optique. Bah, en fait, pour ça, on a une méthode qui est connue, hein, on l'a tous appris à l'école, c'est la méthode d'optique géométrique. On a un outil, en fait, qui permet de faire la simulation à partir des rayons. Donc ici, on a considéré qu'on a une onde lumineuse qui est incidente sur cette sphère. Et cette sphère, c'est une lentille en fait sphérique. Et vous allez voir, enfin, vous voyez quand même à partir de la simulation. Donc tout ce que vous voyez ici, les ondes bleues, c'est les ondes incidentes. Et après, vous voyez que le champ, il est confiné quand même à l'intérieur à cause de la focalisation de la lentille. Mais vous avez aussi la réfraction et la réflexion parce que la lentille, elle n'est pas parfaite. Il y a des ondes qui vont être réfléchies, etc. Et là, vous voyez quand même ce qu'on appelle, même dans le domaine optique, on a quelque sorte une sorte de diagramme de rayonnement. Et là, ça permet de voir comment il est confiné avec la présence de cette lentille. Alors, je passe maintenant à l'application électronique et compatibilité électromagnétique. OK. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce sujet, sachez que normalement, comme je vous ai dit au début, quand je vous ai parlé de l'histoire de l'iPhone 12, chaque produit électronique qui est fabriqué, il a besoin d'être certifié avant d'être lancé dans le marché. C'est comme ça, c'est la régularisation. Alors, comment savoir si un produit est certifié ou pas? Bah, en fait, on a des normes internationales. Pareil, il y a par exemple aux États-Unis, il y a la FCC. En France, il y a la USA, il y a l'ICNIRP. Par exemple, il y a des agences qui régularisent ces standards. Par exemple, en France, il y a la NFR. Bref, maintenant, il y a 10 ans à peu près, ou même bien avant, et ça continue jusqu'à maintenant. 50% des produits électroniques ne sont pas certifiés du premier coup. Le fait de passer en laboratoire pour pouvoir certifier le téléphone, c'est quelque chose qui est très coûteux. Et en fait, ça rallonge ce qu'on appelle le time to market. Donc, quelqu'un qui produit un produit électronique et il veut le mettre au marché, il faut le certifier. Et le fait qu'il a besoin de reprototyper, prototyper, prototyper, aller en laboratoire, ça ne marche pas. Allez, on va rester dans cette boucle infernale parfois pendant très longtemps. Et ça, en fait, bah quoi, peut-être les compétiteurs, ils ont déjà lancé leurs produits. Et ben en fait, la certification, elle insiste à quoi? Bah, une des certifications, bien sûr, je vais vous donner un exemple ici. Bah, il s'agit que d'un produit ici, peut-être il s'agit d'un téléphone, comme il peut s'agir d'une autoradio d'une voiture. OK? Elle est en pleine fonction. Et le but, c'est quoi? Bah, de savoir si cette autoradio rayonne. Bah, en fait, tout à l'heure, on a parlé des antennes, et les antennes, ce sont des radiateurs intentionnels. Donc, elles sont faites, les antennes, pour rayonner. Mais parfois, les cartes électroniques, vous voyez les cartes vertes que vous voyez dans des produits électroniques, bah, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple où un CPU communique avec une mémoire RAM. Bah, là, il y a un signal numérique qui est transmis du CPU vers la RAM ou vice-versa. Mais sachez que ce signal, malgré le fait qu'il n'est pas censé rayonner, bah, parfois, il rayonne, enfin, parfois, toujours, il rayonne, malgré le fait qu'on ne veut pas. Donc, en fait, là, ici, de rayonnement inintentionnel ou bien ce qu'on appelle des émissions rayonnées d'un produit. Et ben en fait, le signal qui va être rayonné, c'est un signal digital, hein, parce que le CPU, il transmet des 0 et des 1 à la mémoire. Donc, c'est un signal en quelque sorte carré. Et ben, ce signal carré, il a une bande de base. Donc, vous voyez ici, on a une harmonique qui correspond à la bande de base, 400 kHz par exemple ici, et vous avez les harmoniques supérieures. Alors, les normes internationales, malgré le fait qu'on est au courant, tout le monde sait qu'un produit va rayonner. Mais le but, c'est quoi? Bah, de savoir si ces rayonnements vont dépasser une certaine limite ou pas. Et bien sûr, ces limites sont fixées par ces normes. OK? Donc, la simulation, elle fait quoi? Ben, elle permet de réduire drastiquement le cycle de prototypage parce qu'au lieu d'aller en prototype, de penser à un montant énorme d'argent pour la certification, ben, en fait, vous pouvez faire ça par la simulation. Alors, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que la simulation va remplacer les mesures, mais en tout cas, vous pouvez aller beaucoup plus en ayant la confidence que votre produit il va être certifié parce que vous l'avez testé par la simulation. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, parce que vous allez voir après que la certification EMC, elle ne concerne pas que les produits électroniques. Bah, dans l'industrie aérospatiale, il y a des certifications contre les courants de foudre. Vous voyez? Et ça, c'est pareil. Ça enlève pas la simulation, mais ça vous empêche de dépenser un demi-million d'euros pour chaque test. OK?
Par exemple, ici, vous voyez, la limitation, elle est ici. Et là, on voit quand même que sur quelques harmoniques, on dépasse. Et bien là, sachez que votre produit, il n'est pas certifiable, il n'est pas certifié, pardon. Et bien du coup, il ne va pas au marché. Donc, du coup, en fait, quand on parle de certification d'un produit électronique, on parle de plusieurs choses. On parle de la certification d'un point de vue d'intégrité de signal, on parle d'intégrité de puissance, on parle d'intégrité thermique, mais finalement aussi, on parle de la compatibilité, un exemple dont je viens de parler, qui est la compatibilité électromagnétique. Donc, on va voir que nous, avec CST, on a la possibilité de faire tout l'exercice, mais vous allez voir que même la boucle, elle peut complètement fermer. Elle peut être fermée. Et vous allez voir comment. Donc, tout d'abord, l'exercice, il commence par quoi? Par l'import du fichier PCB. Donc, le fichier d'une carte électronique. Ici, vous voyez un exemple d'une carte mère et d'une carte fille d'un téléphone portable. Donc, on a la possibilité d'importer ce genre de PCB, quel que soit le format. C'est Cadence, Zuken, Altium, Montor, IPC, peu importe, on a la possibilité de les importer. Mais bien sûr, vu que la carte PCB, elle ne va pas fonctionner toute seule, il faut quand même importer, enfin, je veux dire, le housing du téléphone, le cadre, le module caméra, même les antennes qui sont intégrées, il faut tout considérer. D'accord? On a parlé de ça aussi pour les antennes. Donc, la première chose, on va dire qu'on va étudier l'intégrité de signal. Donc, si je vous parle d'un exemple, et ici, un exemple de cas concret, hein, ici, on a étudié l'intégrité de signal d'un signal USB, carrément. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous connectez un USB à votre ordinateur, bah, il y a l'USB qui va générer ou bien qui va transmettre des datas du connecteur USB vers le CPU, vers la mémoire, etc. Même vers le disque dur parfois, hein. Et ben, sachez que ces transmissions, ou bien que ces informations vont être transmises à travers des lignes micro-ondes. Enfin, ça peut être des strip lines ou bien des lignes imprimées. Il peut y avoir des VIA. Donc là, le réseau RLC que vous allez voir dedans, il est immense, il est méga complexe. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Alors, on va prendre un cas idéal où le connecteur, enfin, ou bien le signal qui est émis par le connecteur USB, il est parfait, hein. Il s'agit de ce signal bleu. Eh ben, sachez que le signal reçu par le CPU ou bien par n'importe quel autre composant, il est complètement distordu, je dirais. Et ben ça, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le overshoot et le undershoot à cause des résistances, des kappa et des self équivalents du trajet, en fait, qui est traversé par ce signal. Alors, pour le composant, enfin, là, vous dites, OK, un CPU, mais comment je vais considérer le comportement d'un CPU? Et ben là, en fait, on a ce qu'on appelle des modèles IBIS, ou bien pour des composants, on a des modèles SPICE. Mais le modèle IBIS, en fait, c'est un modèle comportemental des composants. Alors, l'IBIS, on peut le considérer de deux manières, soit un IBIS classique, ou bien parfois il y a un IBIS qu'on appelle AMI, donc il y a un IBIS complètement reprogrammable, et ça, c'est complètement faisable dans CST. Vous pouvez le programmer comme vous voulez pour considérer plusieurs scénarios. Par exemple, un CPU, il peut envoyer un signal avec différents voltages, ou bien différentes tensions, pardon, et bien cette tension, vous pouvez la programmer comme vous voulez dans l'IBIS AMI. Donc maintenant, si je reviens à ce signal reçu là, le signal orange, imaginons au début que le signal que j'ai reçu, il est parfait. Il est rectangulaire, parfaitement rectangulaire. Et ben, quand je vais, comment dire, plier ce signal sur lui-même, ben, je vais finir par quelque chose qu'on appelle le diagramme de l'œil. Alors là, bien sûr, le temps, vous voyez, c'est un signal temporel. Donc, quand je vais plier le signal sur lui-même, eh ben, le temps de pliage, ça dépend de la vitesse à laquelle on transmet des données. Donc, finalement, pour vous dire qu'un signal rectangulaire, quand je vais plier sur lui-même, je vais finir par un rectangle parfait à la fin. Et c'est ce qu'on appelle un diagramme d'œil parfait, un diagramme de l'œil, parce que finalement, on va avoir une forme comme un œil. Vous voyez ici, on peut le voir ici, ici et ici. Mais malheureusement, quand je vous dis ce n'est pas le cas dans la vraie vie, ce signal il va être complètement déformé. Et ben en fait, le fait de le plier sur lui-même, ben, vous voyez, on va finir par des signaux qui sont quand même un petit peu déformés. Mais par exemple, pour les SB2, on est en train de transmettre à 480 mégabits par seconde, c'est-à-dire on est à peu près plutôt en basse fréquence. Donc en basse fréquence, on n'est pas très très influencé par le circuit équivalent du trajet là, qui est traversé par le signal. Mais quand je monte un protocole USB 3 où je suis là très très haut en fréquence, je transmets à 5 gigas par seconde, et bien là où ça va se complexifier encore, vous voyez l'œil, il est en train de se fermer. Vous voyez, l'œil ici, il est très ouvert et ici, il est très fermé. Et pour votre information, le diagramme de l'œil, il est mesuré par la largeur, donc qui est en temps,
et par la hauteur qui est la tension. Donc parfois, on a des spécifications. Donc vous voyez ici, on peut carrément intégrer les specs de l'USB 2 et pour l'USB 3 par ce petit hexagone violet, vous voyez. Et du moment où le diagramme de l'œil il est plus large que les specs, c'est-à-dire votre produit, il est certifié d'un point de vue intégrité de signal en moins. Alors bien sûr, l'intégrité de signal, on peut la dessiner comme si, avec que des courbes, mais on peut tracer ici par une cartographie couleur qui peut nous donner pardon, une information sur le BER, d'accord, sur le bit error rate. Alors bien sûr, le BER, il est le minimum, il est ici au centre, hein, mais ici, là, quand on va mélanger tous les signaux ensemble, c'est là où on va finir par un BER. Donc ici, en quelque sorte, le récepteur, il n'arrivera pas à décerner les 0 des 1, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est pour ces raisons-là que c'est très, très important de faire en sorte que le signal reçu soit le moins déformé possible. Et c'est ce qu'on appelle l'intégrité de signal. Je passe maintenant à la compatibilité électromagnétique. Donc là, je vais vous parler d'un exemple d'émission rayonnée, mais aussi d'émission conduite. Les standards, donc que ce soit les FCC ou l'IEC ou ce que vous voulez, ou bien même la 1000 STD qui est un standard militaire, il consiste à quoi? En fait, il consiste à placer le dispositif sous test. Donc ici, nous avons le téléphone ou bien la carte mère. Ensuite, cette carte mère, elle est procédée par une certaine longueur de câble. Donc on appelle ça les câbles de puissance, hein. Ça, c'est dans les certifications, c'est bien connu. Ensuite, on a ce qu'on appelle les RISL. Donc c'est des réseaux d'impédance de stabilisation de ligne. Donc, on va les utiliser pourquoi? Pour protéger toute conduction, toute émission conduite à rentrer dans la grille électrique, hein. Donc, c'est pour ça qu'on les met. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de mesurer si un champ il est conduit, parce que le champ dont je vous ai parlé tout à l'heure, il peut être rayonné, mais il peut aussi être conduit, hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'émissions conduites et d'émissions rayonnées. Généralement, les émissions conduites, on les mesure entre 0, enfin 0, jusqu'à 30 mégas. Et après, les émissions rayonnées, ça peut aller jusqu'à 10, voire parfois jusqu'à 18 gigas. Donc ça, c'est le setup de simulation qui est connu partout, dans tous les standards, hein, dans toutes les normes. Dans cet exemple, en fait, on montre comment faire la simulation d'une émission rayonnée. Donc, vous voyez, là, on est en train de certifier notre portable par rapport à la norme FCC 15B, classe B 3M. C'est-à-dire quoi? C'est une norme FCC, c'est la partie 15B. Donc, pour ceux qui connaissent la norme, elle est divisée en sections, 14, 15, et chaque norme, chaque paragraphe, il y a des sous-paragraphes. Ici, il s'agit du sous-paragraphe B, qui concerne en effet les émissions rayonnées. Ensuite, on a les 3M. Les 3M, pourquoi? Parce que dans ce cas, on considère qu'on va mesurer le champ rayonné à 3 mètres du dispositif. Sachez qu'il y a d'autres certificats ou bien d'autres standards qui vont mesurer les champs à 10 mètres. OK? Donc ici, CST, il nous permet carrément de placer des sondes qui vont mesurer le champ rayonné. Et bien là, on peut avoir, vous voyez, toutes les émissions rayonnées de cette carte. Et bien là, en fait, par rapport à la FCC, on est tout à fait certifié parce que nous avons les limitations qui sont définies par le standard, par la norme FCC, et vous voyez que toutes les émissions rayonnées, elles sont inférieures. Mais dans le cas où on est malheureux, où on voit qu'on a quand même des émissions rayonnées importantes, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on peut carrément regarder, on dit, OK, là, ici, il y a un pic qui est très important et qui dépasse les limitations. On peut carrément définir un moniteur de champ, par exemple ici à 104, vous voyez à 104 MHz. C'est quand même, malgré le fait que ça soit inférieur à la limitation, on a quand même, c'est très haut. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même tracer la cartographie du champ à cette fréquence pour voir où sont les points chauds qui contribuent à l'augmentation de ces émissions rayonnées. Alors, bien sûr, vous allez voir qu'on a beaucoup de solutions pour ce genre d'émissions rayonnées. Vous voyez, maintenant, si vous avez votre ordinateur qui est branché au secteur électrique, vous voyez qu'au bout du chargeur ou bien au bout du câble, il y a une sorte de ferrite. Et bien, cette ferrite, elle a comme objectif d'absorber ces émissions rayonnées et de les mitiger. OK? Sinon, parfois, ici, on peut utiliser carrément des filtres EMC. Donc, normalement, vous voyez, ce sont des filtres de type Pi. C'est des kappa, self, kappa, etc., qui sont carrément sur la carte électronique. Ou parfois, on a ce qu'on appelle les self de choc. En fait, pareil, c'est des bobines avec une ferrite à l'intérieur qui peuvent diminuer ou bien carrément mitiger les émissions conduites ou bien les émissions rayonnées. Ou parfois, pour ceux qui ne veulent pas carrément intégrer des composants en plus, en fait,
Parfois, si vous ouvrez votre portable ou votre n'importe quel dispositif, vous pouvez voir que sur certaines régions de la carte, il y a des boîtiers en métal, ce qu'on appelle là pour blender en fait, des blindages métalliques. Ben, en fait, parce que le champ naturellement, il ne peut pas traverser le métal, bien sûr en fonction de la fréquence, mais à la fréquence donnée, le blindage il est fait de manière, c'est quand même en fait on emprisonne le champ autour de la région blindée. Et ben, du coup là, les émissions rayonnées, ben, c'est la façon la moins coûteuse pour diminuer les émissions rayonnées. OK? Alors, bien sûr, tout à l'heure, on a parlé d'interférences entre antennes, mais sachez quand même, les interférences, elles peuvent exister entre antennes et lignes USB. Bah là, pareil, hein, vous voyez ici, j'ai une antenne DCS. L'antenne DCS, on peut définir la radio, c'est-à-dire le nombre de canaux, la sensibilité, etc. Et bien là, à côté, on a une transmission de quoi? Bah, on a une transmission du CPU vers le connecteur USB. C'est une ligne de transmission, hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un calcul paramétrage classique et après, pareil, on considère qu'il y a le fameux signal 0 et 1 hein, digital qui est transmis. Et ben, ce signal rayonné, il peut parfois interférer avec une antenne. Et ça, croyez-le, c'est très, très facile. Si jamais, bien sûr, il y a des interférences, ça sera hyper facile de pirater votre portable. C'est hyper facile. Donc là, on touche quand même au domaine de la sécurité ou bien de la cybersécurité, hein. Donc, vous voyez, l'électromagnétisme, il peut même rentrer dans ces aspects-là. Donc finalement, je parlais de l'intégrité thermique parce que bien sûr, chaque composant qui dissipe de la puissance, il va chauffer naturellement. Donc on appelle ça l'effet Joule. Dans un produit électronique, il n'y a pas que les cartes qui chauffent parce que bien sûr, avec l'intégrité de puissance, quand on va distribuer les tensions nécessaires à chaque composant pour qu'il fonctionne bien, et ben en fait, là, il y a la carte. La carte elle-même, déjà, le fait qu'elle soit faite de FR4 et de cuivre, elle va dissiper un peu de puissance déjà. Mais en plus de tout ça, il y a chaque composant qui peut dissiper de la puissance. Et ça, c'est donné naturellement par les fournisseurs. Par exemple, là, on a un CPU Intel ou Qualcomm ou je sais pas quoi à l'intérieur du téléphone. On est capable de savoir, il dissipe combien de puissance. Et bien là, sachez que, par exemple, vous voyez, on a défini combien de puissance. Et généralement, ces aspects-là, vous voyez, le CPU, par exemple, il dissipe 1,12 watts. Et bien ça, c'est fait automatiquement lorsqu'on va importer le PCB dans CST. Donc, vous n'êtes pas obligé de le redéfinir. Si celui qui a routé la carte électronique, il a défini les puissances, vous n'avez même pas à les redéfinir ensuite. Donc, du coup, ici, on a le composant qui est le CPU, il y a le module caméra qui dissipe aussi, parce que là, c'est le cas réel. Ouvrez la caméra sur votre portable, l'application caméra, et mettez-le sur la table 10 minutes. Vous revenez, il est super chaud, le portable. Pourquoi? Parce que le composant qui drive un peu la caméra, il commence à dissiper de la puissance. En tout cas, l'étude thermique, elle consiste à étudier le pire cas. Donc là, on va considérer la puissance max dissipée par le CPU, RFIC, pareil, caméra. Mais pareil, on peut importer d'une étude intégrité de puissance, on peut importer les pertes qui sont dissipées par la carte elle-même. On mélange la sauce, tout ça dans un solveur thermique. Et le solveur thermique, c'est l'opportunité de parler que notre solveur thermique, il a la possibilité de faire ou bien de résoudre les équations Navier-Stokes. Donc, les équations Navier-Stokes, ce sont les équations qui prennent en compte la convection. Vous voyez ici, on a les flux d'air. Vous voyez, quand on va chauffer quelque chose, on va exercer de la pression sur l'air. Et ben, en fait, c'est pour ça qu'on va sentir la chaleur, même si on est à une distance de l'objet chauffé. Et ben, sachez que ça, c'est pris en compte. Donc, pour téléphone portable, ici, on peut voir que la chaleur, elle est au max lorsqu'on est à côté du CPU, hein, c'est dans la région du CPU. Et sachez que là, on est en régime permanent, hein, donc notre portable, il est allumé depuis un certain temps et on a atteint un certain équilibre. Mais sachez que notre solveur thermique, il peut aussi considérer un effet transitoire. C'est que si vous avez besoin de voir mon portable, il va chauffer jusqu'à combien, si je le laisse allumer 10 secondes, vous avez la possibilité. Mais ça, c'est le pire cas, c'est le steady state, OK? Finalement, j'ai rajouté cette flèche, en fait, exprès. Je fais ça exprès. Pourquoi? Parce que sachez que parfois, les matériaux qui construisent notre carte, ils sont sensibles à la température. Notamment le cuivre ou bien le FR4, quand ils vont chauffer, leur propriété électrique, elle peut changer. Notamment la conductivité de cuivre, elle peut baisser. Et si la conductivité, elle baisse, c'est-à-dire on va dissiper encore plus de puissance, c'est-à-dire on va encore chauffer plus. Et bien, sachez que si la propriété électrique, elle va changer,
bah, sachez que l'intégrité de signal, elle va changer, les émissions rayonnées, elles vont changer, etc., etc. Donc, on a la possibilité de faire un couplage complet. Donc, vous voyez ici, la boucle, elle est complètement fermée parce qu'à partir d'une simulation électromagnétique, on peut faire une simulation thermique, mais après cette simulation thermique, on peut la recoupler de nouveau dans la simulation électromagnétique dans un processus itératif afin d'obtenir la simulation convergée en quelque sorte. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez voir dans le pire des cas si si votre portable est certifié ou pas. Parce que normalement, quand on fait ce genre de certification, on considère toujours le pire cas, hein. Le cas de Apple que je vous ai dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le pire cas. Parce qu'on n'a pas besoin d'injecter autant de puissance dans un portable lorsqu'on appelle sur la bande GSM, par exemple. Mais en même temps, lorsqu'on va activer la fonction 5G, c'est là où on va dissiper encore plus de la puissance. Et c'est peut-être ça qui a causé le souci. Quoique l'iPhone 12, il n'avait pas la 5G. Mais bon, la 4G, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de considérer le worst case, le pire cas, pour avoir la certification. Et ça aussi, ça concerne l'intégrité thermique. Euh, donc, du coup, comme je vous ai dit, la compatibilité électromagnétique ne concerne pas que les produits électroniques, mais elle concerne aussi, c'est pas des études de susceptibilité. Tout à l'heure, on a parlé des émissions, mais là, on parle de susceptibilité. Allez, considérez qu'on est dans un phénomène, j'espère, dans un contexte que j'espère de tout mon cœur que ça n'arrivera jamais, la guerre électronique. La guerre électronique, elle n'utilisera jamais d'explosifs, mais elle va utiliser que du champ électromagnétique intense. Et ben en fait, si vous envoyez un champ électromagnétique intense vers un équipement, par exemple un avion, ici vous avez le futur de la mobilité, ça c'est l'air taxi. Et en fait, on peut savoir le champ qui va atteindre les équipements qui sont dedans. Et ben on peut voir si notre air taxi ici il est protégé ou pas. Je vous donne un exemple plus concret, bah, c'est la guerre électronique notamment. Bah, ici, on étudie les effets d'une bombe à impulsion électromagnétique, ce qu'on appelle la EMP bombe, sur un avion. Cet avion, c'est le Apache, hein. Et vous voyez, ici, vous avez des câblages. D'ailleurs, le câblage, en fait, il peut être hyper complexe, comme vous pouvez le voir. Et ben, notre objectif, ça sera d'étudier les courants de tension qui sont développés sur les câbles, qui arrivent sur les équipements, etc., et voir si notre avion est protégé ou pas. Parce que la EMC aussi, elle consiste à savoir si notre dispositif est protégé, même, ou bien il continue à opérer même dans un contexte de champ électromagnétique intense. Alors, je vais passer à la basse fréquence et je pense que je vais devoir accélérer parce qu'il est déjà -10. Donc, la basse fréquence, comme je vous ai dit, voilà, ça peut concerner des transformateurs, ça peut concerner des moteurs électriques, ça peut concerner des capteurs. Ça, ces capteurs-là, on appelle ça le haptic sensor, donc qui se trouve dans nos portables. Et par exemple, une de ces tâches, c'est de compter les pas que l'on fait. Pareil, il y a l'induction, le chargement par induction. Ça aussi, c'est des applications basse fréquence, hein. Mais pour notre cas d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce circuit breaker. Donc, en fait, c'est une sorte de fuse ou bien de protection qui est montée en amont des équipements industriels. Et ben, sachez que switchgear, on appelle ça le switchgear, il doit être certifié. Et ben, comment on le certifie si on ne veut pas passer par la mesure? C'est par la simulation. Donc, le standard, pareil, je pense que c'est le standard FCC ici, consiste à injecter un courant de court-circuit. C'est-à-dire, on va injecter un courant qui est très, très, très grand. On va voir la réaction de ce matériau qui est à l'intérieur. Et normalement, ce matériau, s'il a un courant qui est très grand, ils vont fondre. Donc, la certification ou bien la norme, elle consiste à quoi? À injecter un courant de quelques milliers d'ampères, il me semble, et voir l'échauffement thermique de ces composants et voir s'ils vont fondre ou pas, en fait, pour protéger. Alors, vous allez me dire comment on peut voir s'il y a un court-circuit. Je veux juste faire ça dans le slide d'après. Alors, bien sûr, pour augmenter la force ou bien l'isolation entre ces lignes-là qui portent un courant supérieur, normalement, on injecte du gaz de type CO2 ou SF6. Parce que ces gaz-là, ils ont une très grande teneur face, en fait, on appelle ça le dielectric strength, ou bien l'isolation diélectrique. Donc, la certification, bon, on a ici les propriétés des matériaux, à quelle température ils peuvent fondre, etc. Et du coup, hop, qu'est-ce qu'on fait? On allume un courant, donc on injecte un courant, ici, triphasé, et le but, c'est de mesurer la température après 3 secondes. C'est la certification qui fait ça. Et bien là, avec le couplage électromagnétique thermique, on peut simuler l'effet, enfin, on peut voir l'augmentation de la température, mais aussi
les aspects fluidiques ici. Et là, sachez qu'on a deux fluides, hein. On a l'air qui entoure la protection et il y a aussi le gaz SF6 à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, on a fait un cas avec un de nos clients en Allemagne, donc dont le nom n'est plus confidentiel parce que ce travail a été publié. Il s'agit de la société J&W en Allemagne. Donc ça, c'est un circuit breaker pareil, sauf que à l'intérieur, ils voulaient comparer s'il est rempli par du CO2 ou bien par du SF6. Et là, vous voyez, on a une comparaison qui est très très bien entre les deux cas. S'il y a du CO2 à l'intérieur et du SF6. Alors bien sûr, le fait qu'il y a du SF6, c'est mieux parce que la température elle est un peu plus basse que 550 degrés. Donc du coup, finalement, tout à l'heure, si je reviens aux causes du court-circuit, en fait, c'est l'arc électrique. Quand on va injecter un courant là qui est très haut sur des matériaux métalliques qui sont très proches l'un de l'autre, on peut risquer l'arc électrique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut mettre du gaz à l'intérieur pour éviter cet arc électrique, parce que le gaz CO2 ou SF6, il est plus fort en isolation que l'air. Sauf que là, beaucoup de sociétés, ils passent en énergie verte en quelque sorte, parce que ces gaz, quand même, ils sont très nocifs pour la santé. En fait, ils vont remplacer ça par du vacuum. Alors, naturellement, on va limiter la puissance maximale qui peut être retenue, mais vous voyez ici, on a fait un cas test sur un tube en vacuum à l'intérieur. Donc, on a aspiré tout l'air qui est dedans et on voulait savoir jusqu'à quel courant on peut monter sans créer l'arc électrique qui est dedans. Donc là, je vais vous inviter à répondre au troisième QCM, s'il vous plaît, avant de passer aux deux derniers slides pour parler des applications exotiques. Donc, je vous donne 30 secondes ou 40 secondes. Voilà. J'en profite le temps de ce petit sondage pour rappeler que vous pouvez poser des questions dans la section questions et réponses. D'ailleurs, j'ai déjà vu qu'il y a quelques questions. Il y en a où j'en ai pas encore répondu parce que je sais qu'on va y passer un petit peu de temps à la fin et j'attends d'avoir l'expertise d'Hassan pour pouvoir répondre plus précisément à certaines des questions qui ont déjà été posées. Très bien. Écoutez, je partage les résultats. Donc, vous voyez, on a pas mal d'applications basse fréquence. C'est très, très intéressant. Et naturellement, on a des applications haute fréquence antenne et de compatibilité. Écoutez, merci beaucoup pour vos retours. Cela va me permettre de passer à la à la troisième industrie, qui est l'industrie oil and gas. Donc ça, c'est vrai que généralement, vous dites, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec l'électromagnétisme dedans? Regardez. Quand il s'agit, en fait, les deux clients que je veux vous présenter, ils se trouvent en Arabie Saoudite. Et en fait, le premier, il avait un problème avec les défauts qu'on peut se trouver sur des lignes de pétrole. En fait, après avoir installé ces lignes sous le sable, par exemple dans le désert, ou bien même sous l'eau, ces lignes, elles peuvent avoir des défauts. Ces tuyaux, ils peuvent avoir des défauts comme la corrosion à cause de l'eau salée, de la mer, mais aussi de la déflexion, ce qu'on appelle. Vous voyez ici, il y a carrément le truc, il est sorti du sable à cause de la chaleur. Donc, vous voyez, il y a cet aspect qui va tordre le tuyau. Et ça peut avoir une influence sur la qualité du pétrole ou même parfois sur le flux qui est dans les tuyaux. À la base, les gens ils utilisaient un robot qui va marcher tout au long de la ligne, qui fait quand même peut-être des centaines de kilomètres. Et ce robot, il est équipé par un détecteur qui va voir s'il y a un défaut ou pas. Mais bien sûr, c'est une opération qui est très coûteuse et qui nécessite beaucoup de temps. Alors, le premier client, il a dit, OK, pourquoi je ne fais pas ça? Lors de l'installation de tuyaux, je vais mettre ici une bobine dans laquelle je vais injecter un signal de ce type-là, hein, c'est un step. Et après quelques kilomètres, je vais faire d'une manière répétitive, je vais placer deux bobines. Genre après 100 kilomètres ou bien après 10 kilomètres, hein, je ne sais pas, il va placer deux bobines. Il va mesurer le champ, ou bien le signal qui est développé sur cette bobine, le signal qui est développé sur la deuxième. Il va en calculer la différence. Et là, en fait, il va avoir un signal qui est calibré, en quelque sorte, parce que là, c'est là où tout va bien. Après 2, 3 ans, il va inspecter ces tuyaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète l'opération et il va regarder le signal. Si le signal il est différent de celui-là qui est calibré, là, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas qu'il va voir qu'il y a un défaut, mais il va voir quand même à quelle position se trouve son défaut, parce qu'il a à la base, il sait où est-ce qu'il a placé ses coils, hein, ses bobines. Le deuxième, c'est une application pour détecter s'il y a du pétrole dans le sol ou pas.
Bon, en fait, là, on a simulé juste un cas test parce que le client, il a voulu tester la crédibilité. Bon, il a le droit hein, de tester la crédibilité de l'outil. Donc, on a fait ici juste un cas test où on a pris un échantillon de sable et dans lequel on a distribué arbitrairement. D'ailleurs, je profite pour dire que tout ça, c'est programmable avec du code VBA ou Python. Hein. Donc, je n'ai pas passé un temps monstre à créer ces petites sphères hein, qui font des micromètres en dimension. Et ben, en fait, le but, c'est quoi? D'injecter un signal sur cet échantillon et regarder ce qui est transmis, ce qui est réfléchi. Et ben, lui, derrière, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il va dire, OK, j'ai accès au sable, je peux caractériser ses propriétés. Ensuite, je vais aller dans le champ où je suis intéressé de voir ce qu'il y a. Je vais injecter le signal et pareil, je vais comparer par rapport au signal de calibration que j'ai pour le sable. Et à ce moment-là, il va faire des comparaisons. Il va extraire la propriété, les propriétés des inclusions et il saura s'il y a du pétrole ou c'est juste de l'eau ou c'est juste un autre matériau. Donc là, c'est la théorie. En fait, le but de cet exercice, c'était de comparer ou bien de voir la crédibilité du CST. Donc, on a comparé l'outil simulé ici à une équation qu'on appelle Maxwell-Garnett, donc qui est bien connue, et on a comparé les deux résultats. Donc là, il y a quatre courbes, mais vous voyez que deux, parce qu'en effet, on a comparé les résultats des paramètres S simulés aux paramètres S de Maxwell-Garnett. Parce que Maxwell-Garnett, en fait, si vous avez un matériau avec beaucoup d'inclusion, on peut en extraire le matériau équivalent. Et bah d'ailleurs, vous voyez, c'est parfait, c'est une corrélation parfaite. Voilà, donc là, ma présentation, elle est terminée. Donc, je vais vous demander juste un dernier effort, s'il vous plaît, pour répondre à cette question. Donc, je vous prie de nous répondre. Alors, restez encore un petit peu connectés parce que j'ai quelques informations aussi additionnelles à vous donner. Et moi, pendant Ça ce temps, devrait durer 5 minutes. je vais regarder Ouais, les questions pendant tu que tu regardes les présentes. questions. Ouais. Ouais. J'ai répondu à quelques questions, tu verras. Ouais. OK. Bien, bien. Merci Slide suivante. beaucoup. Alors, pour information, on vient de lancer une offre sur du contenu de formation qui est maintenant disponible. En fait, on a packagé du contenu de formation. Alors, il faut savoir qu'auparavant, il est disponible, mais de façon, je dirais, unitaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour les cours de simulation structure, on pouvait acheter les cours un à un, mais il faut savoir qu'en simulation structure, on a facilement une quarantaine, une cinquantaine, et qu'au final, les coûts, si on était un peu curieux, ça pourrait commencer à monter rapidement. Alors là, du coup, on a tout packagé pour des coûts qui restent raisonnables. Donc, que ce soit pour de la simulation structurelle, de la simulation fluidique, de la simulation, ce qu'on appelle du multibody system, ou également de la simulation électromagnétique. Donc ça, c'est notamment pour des produits qu'on va dire conventionnels de chez Simulia. Et on a également créé ce qu'on appelle un Learning Experience for Simulation pour toutes les solutions de simulation sur la plateforme 3D Experience. Donc là, on est sur du multidomaine. Il faut savoir que sur la plateforme 3D Experience, on peut faire de la structure, de la fluidique, de l'électromagnétisme, même de l'injection plastique, également de la motion. Donc là, voilà, c'est des cours qui arrivent à combiner, je veux dire, une learning experience qui combine tous ces domaines-là au niveau des cours. Donc c'est assez intéressant. Slide suivante, s'il te plaît. Autre rendez-vous important, le 27 septembre 2023 à 10 heures, nous avons le webinar What's New, donc des nouveautés SolidWorks 2024. On présentera aussi un petit peu de solutions sur des nouveautés sur la plateforme 3D Experience. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Vous pouvez flasher, prendre une photo avec le QR code là, comme ça vous pourrez vous inscrire à ce webinar. Slide suivante. On a également une chaîne YouTube, la chaîne SolidWorks France, alors, sur laquelle vous allez retrouver d'ailleurs le recording de ce webinar, mais vous allez aussi retrouver le recording de plein d'autres webinars. Et d'ailleurs, ce webinar fait partie d'une simulation série. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2, donc ça veut dire qu'il y a un épisode numéro 1 qui est déjà disponible sur cette chaîne YouTube, et il y aura également un épisode numéro 3 qui devrait venir
je dirais, dans un petit mois. Donc, vous allez certainement recevoir un lien plus tard, un lien d'inscription pour ce webinaire-là, si vous êtes intéressé. Slide suivante. Et enfin, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, donc vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, donc sur YouTube, sur X et sur Facebook. Voilà, donc Hassan, je te laisse regarder les questions. C'est fait. Alors, Ah, c'est fait, tu as... je pense qu'il y en a eu d'autres. Ah oui, il y en avait eu d'autres, ouais. Ouais. Alors, je vais répondre. Je pense que j'ai répondu à une première question en écrivant. Donc, il s'agissait que si on peut simuler la décharge électrostatique. Donc, tout à fait. On a la possibilité de faire ces études. On a même dans la bibliothèque CST le modèle du canon électrostatique parce qu'on peut être en contact direct ou indirect et on peut faire la simulation dans les deux cas. Donc, ensuite, on a une question de Monsieur Ethan Adivi. Est-ce qu'on peut simuler les forces électromagnétiques? Tout à fait. Donc, on a le solveur magnétostatique, mais même le solveur quasi-statique, où on peut calculer les forces de Lorentz, les forces de Laplace. Et bon, cerise sur le gâteau, on peut même coupler ces forces avec le solveur mécanique, par exemple de type Abacus, ou même le solveur mécanique de SolidWorks. Voilà, vous pouvez exporter ces forces dans un fichier texte ou autre et les mettre dans un fichier, dans un simulateur mécanique. D'ailleurs, on a dans CST un solveur mécanique, mais qui est très timide, hein, donc on ne gère pas les contacts, c'est juste une déformation d'un objet. Eh ben, sachez que c'est faisable directement dans CST si ce n'est pas très compliqué. Alors, Monsieur Lucas Rebolo, est-ce que vous avez la même plateforme pour CATIA V5? Tout à fait. Bah, en fait, ça marche avec SolidWorks, comme ça marche avec, pour la plateforme CATIA V5. C'est tout à fait couplable avec CATIA V5. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, Alexandre. Et voilà, je pense que j'ai répondu à tous. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, je vous prie de me les écrire maintenant. Donc, comme ça, je regarde à partir d'en bas. Donc, voilà, je vous laisse quelques temps. Et bah, du coup, sinon, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. J'attends juste quelques secondes pour voir. Bon, bah, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Et voilà, donc, merci à tous d'être participés à ce webinaire. Ça me fait Merci plaisir, hein, Hassan. et bah, avec plaisir. Merci à Merci tout le Hassan, monde. merci Merci à encore tous. Hassan pour toutes ces informations. Puis à bientôt. À très bientôt à tout le monde et merci beaucoup et je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt.